Très bien, il est 14 heures. Donc aussi, je vous propose que nous puissions débuter ce webinaire, ce troisième webinaire, organisé conjointement entre l'ICSI et le MAS et consacré à la PAGEM, la prévention des accidents graves et majeurs. Alors, avant de donner la parole à nos experts, je vous propose quelques éléments d'organisation. Donc, tout d'abord, nous vous informons que vous avez la possibilité de donner votre avis, de poser des questions. Pour cela, vous avez sur la barre supérieure de votre écran, la barre horizontale, une petite icône avec un point d'interrogation où il est écrit « Poser une question ». Donc, n'hésitez pas à le faire. Nous allons prendre connaissance de ces questions. Et par rapport à la séance de questions-réponses qui se situera tout à fait en dernière partie de ce webinaire, eh bien, nous allons apporter des réponses et les experts pourront donc vous donner ces réponses. Aussi, au niveau des experts, tout d'abord, vous présenter le programme de ce webinaire. Nous aurons plusieurs interventions. Tout d'abord, Nicolas Chouteau, qui est le secrétaire général du MAS France et International, qui pourra assurer donc l'introduction de ces webinaires centrés sur la PAGEM. Ensuite, nous aurons deux experts et même un binôme de Denis qui vont, donc Denis Ortega et Denis Bénard, qui vont vous présenter les éléments sur la PAGEM, complétés par un retour d'expérience d'un adhérent du MAS, donc Sébastien Guillemin, directeur HSE du groupe Cristal Union. Et pour finir, vous aurez une démonstration du parcours PAGEM dans la MAS Academy, présentée par Maïté Nipseron, administratrice au MAS Île-de-France Normandie Centre. Et comme je vous le disais juste avant, pour finir, une séance de questions-réponses afin que vous ayez vraiment l'ensemble des éléments. Il sera sans doute un peu difficile de répondre à toutes les questions. Aussi, ne vous inquiétez pas, nous les enregistrons et nous allons rédiger une foire aux questions, c'est-à-dire toutes les questions complétées par des réponses données par nos experts et cette foire aux questions vous sera transmise. Vous pourrez retrouver également l'enregistrement de ce webinaire puisque sur le site du MAS France et International, il y aura un article où vous retrouverez ce webinaire. Et tout ceci sera poussé sur les réseaux sociaux et donc notamment sur la chaîne YouTube du MAS France et International. Voilà, donc, eh bien maintenant, je pense que nous allons pouvoir passer à l'introduction et j'invite Nicolas Chouteau, secrétaire général du MAS France et International, à nous donner quelques éléments introductifs. Merci Muriel, merci pour cette introduction. Alors j'ai le plaisir d'ouvrir le webinaire et ce troisième webinaire que nous organisons en partenariat avec l'ICSI a la particularité effectivement d'être le premier que nous faisons de manière commune entre les adhérents du MAS et les adhérents de l'ICSI. L'ICSI m'a fait l'amitié de me laisser présenter nos deux organisations et je vais tâcher d'être fidèle aux consignes que l'on m'a données. Alors, pourquoi sommes-nous réunis ensemble? Déjà parce que nous avons un partenariat entre le MAS et l'ICSI, avec l'objectif commun qui est de développer la culture de prévention des entreprises. Et dans ce volet d'action que nous menons ensemble, nous avons un axe particulier autour de la prévention des accidents graves et mortels. Ce que Muriel a commencé à aborder tout de suite sous le nom de PAGEM. Voilà, donc pour ceux qui ne sont pas encore habitués à ce terme, quand on dira PAGEM, nous faisons le focus sur la prévention des accidents graves et mortels.
Alors le MAS, en quelques mots, nous sommes une association loi 1901 regroupant des grands donneurs d'ordre, des grands maîtres d'ouvrage et leurs partenaires prestataires. Gardez en tête que nous sommes présents sur la France hexagonale, les Outre-mer ainsi que sur l'Afrique de l'Ouest. Et donc je salue également nos adhérents d'Afrique de l'Ouest qui sont connectés ou en Outre-mer avec le décalage horaire. Nous sommes aujourd'hui, alors nous indiquons 6200 adhérents et j'ai eu les derniers chiffres hier, nous sommes même à 6500 adhérents, donc nous nous développons et on nous connaît beaucoup sous l'angle le référentiel MAS avec la certification des entreprises, mais il y a également un deuxième document qui s'appelle les conseils de mascotte et si j'en parle, c'est parce que nous allons faire le lien dans les slides suivants. L'ICSI. L'ICSI donc est une association aussi, loi 1901 à but non lucratif. En cela, nous nous reconnaissons encore très bien comme des partenaires. L'ICSI compte 80 adhérents. Si on a une différence à faire peut-être entre le MAS et l'ICSI, les adhérents de l'ICSI sont très grande majorité des grands groupes. Là où les adhérents du MAS, nous avons oui des grands groupes, mais la grande multitude de nos 6500 adhérents sont plutôt des TPE-PME. Vous voyez encore cette complémentarité dans les actions que nous pouvons mener. l'ICSI aujourd'hui est un des acteurs incontestés au niveau de l'expertise sur ce qu'on appelle d'une manière générale les facteurs organisationnels et humains. Et je fais encore une fois un petit lien pour nos adhérents du MAS, les fameux FOH, ça tombe bien, ils viennent d'intégrer le référentiel version 2024. Je passe au slide suivant. Mais par contre, faisons un petit pas en arrière pour comprendre pourquoi nous sommes ici aujourd'hui ensemble. Quand nous analysons côté MAS les statistiques d'accidents de nos adhérents, et si nous faisons un focus par exemple ici sur les deux comités techniques nationaux, donc le CTNA de la métallurgie, on va dire de l'entreprise de maintenance, tuyauterie industrielle, mécanique, chaudronnerie, etc., et le CTNB, le BTP, nous constatons, et c'est répété d'année en année, qu'en général, les entreprises masées ont des indicateurs d'accident 2 à 3 fois inférieurs à la moyenne nationale, c'est-à-dire par rapport aux indicateurs mesurés par la CNAM. Alors, vous nous excusez ici, en vert, le TOMAS, en bleu, le TOCNAM. Il y a un décalage d'année parce que nous publions nos chiffres plus rapidement que la CNAM, mais sachez que cette tendance, elle est renouvelée à chaque année. Donc, nous pouvons être fiers de ces résultats. Pour autant, nous faisons aussi le constat que cette baisse progressive de l'accidentologie, elle est contrastée. Ici, vous voyez une autre manière de regarder l'accidentologie des entreprises. C'est un graphe qui montre l'évolution de l'accidentologie de nos adhérents MAS en fonction, j'allais dire, du temps. En fait, plus de la maturité du système de ces entreprises. Nous partons sur la gauche du graphe sur les entreprises certifiées 1 an. Et plus nous allons à droite, plus nous allons vers des entreprises qui enchaînent successivement la certification 3 ans sans passer par un échec ou une certification 1 an. Donc, si on fait des raccourcis, à gauche, un système MAS qui commence à être en place, mais qui n'est pas exactement parfait vis-à-vis de la certification. Et plus on va à droite, plus on est dans l'amélioration continue, ça roule, les cycles s'enchaînent, l'entreprise fait ses bilans, etc., etc. Qu'est-ce que l'on constate ? Dans un premier temps, on constate que sur le début d'une démarche de certification, on progresse très vite. On obtient des résultats très concrets en baisse des taux de fréquence et des taux de gravité. Ici, vous avez en bas, la ligne du bas en vert, c'est le taux de fréquence 1 des entreprises. En bleu, à peu près au milieu, le taux de fréquence 2 et en rouge, le taux de gravité. Donc on voit que là, quand même, très vite, on divise les statistiques. Par contre, on constate qu'ensuite, la baisse est très lente, voire même limite stagnante. Ce constat nous a interrogés. Pourquoi cette stagnation? Et c'est à ce moment-là, il y a quelques années, que nous nous sommes rapprochés, le MAS et l'ICSI, pour identifier quels seraient les moyens pour aider nos adhérents à franchir un petit peu ce plancher de verre. Comment peut-être mettre à disposition de nos adhérents des bonnes pratiques, peut-être des nouveaux outils. Lorsque cette analyse de nos statistiques a été faite, de nos indicateurs avec l'ICSI, finalement, qu'est-ce que l'on a constaté? Lorsque l'on est en début de démarche, donc on va dire les entreprises peut-être qui étaient plus 1 an, on a travaillé dans un premier temps sur la technique, le matériel, les ateliers, les postes de travail. Ensuite, on a attaqué tout ce qui est mode opératoire, procédure, le système de management, comme le MAS par exemple. Donc on était d'abord sur le pilier technique, ensuite on est allé sur le pilier organisationnel, et finalement les entreprises MAS, lorsque l'on fait le constat avec l'ICSI, elles se situent à peu près à cette bascule
entre le pilier organisationnel et le pilier comportemental, humain, facteur humain. Et derrière cela, nous avons décidé d'engager une série d'actions. Avec l'ICSI, donc Maz et ICSI, ont créé et rédigé 9 fiches conseils que nous appelons les conseils de mascotte, qui est bien connu des adhérents du Maz, peut-être un peu moins des adhérents de l'ICSI, mais ce sont des fiches conseils qui sont téléchargeables en ligne gratuitement sur notre site internet pour développer une culture de sécurité intégrée. Dans ces fiches conseils, on peut avoir des éléments, par exemple, pour développer une culture juste, développer le leadership, la vigilance partagée, la remontée des infos et leur traitement, la prévention des accidents graves et mortels. Ça tombe bien, on va en parler aujourd'hui. Et une fois ces conseils rédigés, le constat a été fait aussi de dire, mais ok, merci Maz, vous nous avez aidé à mettre des noms sur des concepts, mais maintenant, comment je fais? Donc là, une seconde étape a été engagée. Nous avons décidé de lancer une plateforme de e-learning qui s'appelle la Maz Academy. Donc, j'en dirai pas plus à ce stade puisque Maïté vous fera les liens tout à l'heure, Maïté Niepceron. Nous avons aussi proposé à nos adhérents qui le souhaitent, et c'est bien sûr pas du tout obligatoire, mais si certains en ressentent le besoin, on a créé une formation d'une journée avec l'ICSI qui s'intitule « Les fondamentaux pour développer une culture de sécurité intégrée ». Donc, c'est une formation qui s'appuie sur nos 9 conseils de mascotte que nous avions créés ensemble. Et puis, eh ben voilà, on y est. Nous avons décidé d'organiser une série de webinaires pour aborder la thématique des facteurs organisationnels et humains. Donc, nous avons déjà fait donc 2 premiers webinaires fin 2024 et début 2025. Nous en sommes donc au 3e. Et je l'ai introduit aussi un petit peu tout à l'heure, une évolution très notable dans la vie du Maz. Nous avons fait évoluer notre référentiel. Nous sommes actuellement sur une année charnière, 2025, où la version 2014 du référentiel s'arrêtera à la fin de l'année. Et depuis le début de cette année, le référentiel 2024 est également auditable. Donc cette année, les entreprises peuvent choisir de se faire certifier sur l'ancienne version ou la nouvelle version. Cette nouvelle version, c'est ce que je commençais à dire, ça tombe bien, elle parle des FOH. Et ça tombe bien, le Maz propose des outils pour cela. Mais finalement, de quoi parle-t-on concrètement là? C'est bien, je vous dis qu'il y a, grâce à ce webinaire, des moyens de répondre à votre référentiel, de développer une prévention d'accidents graves mortels, qu'il y a une Maz Academy. Mais maintenant, on va laisser la place aux experts qui vont pouvoir intervenir et vous présenter plus concrètement ce que l'on entend même déjà, ne serait-ce que sous le nom de la prévention des accidents graves et mortels. Donc, je vais passer la parole aux 2 Denis. Denis avec 2 S du coup, et je vais rendre la parole. Merci. Denis Ortega, on ne vous entend pas. Pardon. Oui, donc Nicolas, merci beaucoup pour cette introduction et pour avoir replacé donc le contexte. C'est toujours important. Et donc, nous allons tout de suite donner la parole à nos 2 experts, le binôme des Denis, et nous allons commencer par Denis Ortega. À toi, Denis. Merci Muriel, merci Nicolas. J'espère que vous m'entendez maintenant. On a un petit souci technique. Oui, donc je me présente, je suis Denis Ortega, je travaille à l'ICSI depuis à peu près 2 ans. Après un long parcours de collaboration, parce que j'étais dans des entreprises Mazées depuis une quinzaine d'années, donc je connais bien le système Maz. J'ai pu participer à Décopil pour Maz Sud-Ouest pendant un certain temps. J'ai contribué à la rédaction du référentiel 2014, un petit peu au REX sur le référentiel 2024. Et puis je suis rentré il y a 2 ans à l'ICSI pour donc réaliser des missions d'accompagnement et de formation auprès de nos adhérents. Donc une vraie continuité dans les approches et puis un sujet donc de fond sur ce parcours qui est effectivement d'aller travailler, d'approfondir la prévention des accidents graves et mortels. Mais je vais laisser la parole à mon collègue Denis Bénard pour vous parler un petit peu plus de ça et je vous retrouve moi pour la partie questions-réponses. Merci Denis. Je veux aussi remercier
Muriel, et je vais remercier également Nicolas pour les mots d'introduction et le fait que j'aimais bien l'affiliation que tu as présentée, Nicolas, sur les deux associations, et beaucoup d'interactions entre nos deux mondes et les missions, et c'est un plaisir d'être là. Partager un peu les notions de fond sur ce qu'on défend finalement à l'ICSI quand on parle de prévention des accidents graves et mortels. Je souligne, il est trop modeste peut-être pour l'avoir mentionné, c'est que mon collègue Denis Ortega, qui parlait il y a encore quelques secondes, était aussi avec moi à la manœuvre pour produire ces contenus. Donc je vais être celui qui parle de notre binôme, et puis on se retrouvera tous les deux, Denis et Denis, pour la partie questions-réponses. Alors on va voir si ma zapette fonctionne, je vais faire avancer ça. Voilà, c'est bon. La première chose qu'on pourrait aborder, c'est la question du pourquoi faire. C'est évidemment avec ça qu'on a commencé à l'ICSI, et ce serait bien de donner du sens aux choses. Le sens qu'on donne à la PAGEM, c'est de mettre les priorités au bon endroit. Et je vais commencer par un exemple. Vous avez peut-être entendu parler de la raffinerie de Texas City aux États-Unis. C'est une raffinerie qui, en 2005, a remplacé ses installations par un grand trou. Et donc, la manière dont ils y sont pris, c'est qu'ils ont fait prendre feu, ils ont fait exploser en fait un nuage de liquide inflammable qui a été extrêmement grave. Vous lisez avec moi, 15 morts, 180 blessés. La partie qui nous intéresse pour aujourd'hui, c'est le fait que l'ETF était excellent sur ce site. Et donc, le message un peu ici, je vous laisse lire le petit encadré en vert, mais c'est qu'on peut très bien faire sauter l'usine avec un très très bon TF. D'ailleurs, c'est pas la première fois que c'est arrivé. En tout cas, il y a eu, je vais le dire autrement, il y a eu depuis un autre événement qui a touché fortement BP et qu'on a vu beaucoup sur les médias, c'est l'accident de Deepwater Horizon, la plateforme du Golfe du Mexique, opérée par BP. Et puis, si vous vous demandiez si les accidents majeurs coûtent beaucoup, un peu ou pas du tout, ben le coût cumulé de ces deux événements pour BP a été de 80 milliards de dollars, je redis, 80 milliards de dollars. L'autre chose aussi, Nicolas, tu l'as mentionné tout à l'heure, il y a des grands groupes au MAS, mais il y a aussi une grande constellation de petites entreprises. Et donc, ça me fait penser à des électriciens qui sont venus poser des panneaux photovoltaïques sur le toit de ma maison. Et en fait, quand ces gars-là étaient sur le toit, on a discuté évidemment de la manière dont ils allaient se sécuriser. Mais la chose qui m'est venue, c'est que si dans cette petite entreprise, un seul des gars qui monte sur le toit finit à l'hôpital pendant quelques mois parce que il s'est cassé la jambe en tombant parce qu'il s'est mal protégé, c'est pas juste sa personne qui est menacée, c'est le business tout entier. Donc, il y a très vite dans les petites entreprises et les entreprises familiales des liens forts entre la prévention des accidents graves au travail et la survie économique de l'entreprise. Donc, il faudrait, je pense, bien rappeler que la sécurité, c'est pas juste de la sécurité. Il y a des personnes, bien sûr, mais il y a aussi les salaires, il y a gagner sa vie et du coup, rapporter à la maison l'argent dont on a besoin pour vivre. C'est aussi ça, la prévention des accidents. 4 grands blocs qu'on va aborder dans cette présentation. Vous les voyez à l'écran, je vais juste rappeler les mots-clés, prévenir, repenser, cultiver une conscience partagée et puis la manière dont on peut s'y prendre pour réussir cette prévention des accidents les plus graves. Surprise, surprise, je vais commencer par le premier point et je vais vous parler de prévention des accidents les plus graves. Qu'est-ce qu'on met derrière ce vocable et puis voir un petit peu les images comme ça qu'on peut utiliser pour fixer les messages et puis quelques modèles aussi qui vont nous servir à cadrer un petit peu le discours. La première chose, c'est une image assez simple, c'est que si on pense menaces qui pèsent sur le business et sur la santé des salariés, on doit prendre en compte le fait qu'il y a des risques de glissade, par exemple, ou bien des risques de trébucher sur le sol avec des chutes de sa propre hauteur, des chutes de plein pied. Bien. La question, c'est de savoir si ce sont ce type d'événements qui menacent le plus l'activité de l'entreprise ou bien qui peuvent menacer la vie des salariés. La réponse, c'est que quand on est sous une charge dans un levage, ben on est exposé à un risque qui est quand même beaucoup plus critique que celui de glisser sur une peau de banane. Donc je redis, il ne s'agit pas de dire que la peau de banane n'existe pas, mais quand il s'agit d'attribuer des moyens et de fixer des priorités, il va falloir décider de quoi faire
d'abord. Et donc, la prévention des accidents graves et mortels, elle est en partie là pour dire il y a des choses avec lesquelles on peut disparaître, d'autres non. Et donc, il va falloir faire des choses un petit peu différenciées, mais pas tout à fait disjointes. Et ces choses-là, elles sont pas tout à fait disjointes parce que quand on fait de la prévention des accidents majeurs et des accidents du travail mortel, c'est la partie en haut à gauche de la planche. En réalité, ce qu'on fait, c'est qu'on travaille sur le terreau de l'organisation, sur la manière dont le travail est gréé, sur la formation des équipes, sur les priorités qui sont données à la sécurité. Et tout ça crée un effet de treuil, un petit peu un effet de sillage dans lequel on peut emmener une partie des accidents qui causent l'ETF. Donc, il ne faudrait pas imaginer que quand on fait des graves et mortels, du coup, les TF sont laissés complètement à l'abandon ou bien sont des orphelins de la prévention des risques. En réalité, quand on travaille sur le terreau, c'est l'ensemble de la maîtrise des risques qui progresse. Une autre chose que j'ai à partager avec vous, c'est que il y a des modèles qu'on connaît un petit peu bien maintenant. En tout cas, les partenaires MAS et ICSI ont déjà vu, je pense, ces deux types de pyramides. Et ici, le message, ça va pas être de dire que la pyramide de Bird fait passer des messages, qu'est-ce qu'on va dire, inadaptés, subversifs ou faux. C'est plutôt de définir le périmètre de validité de cette pyramide. Et statistiquement, quand Heinrich et Bird travaillaient sur les aspects économiques, statistiques, presque comptables de l'accidentologie, ils ne cherchaient pas à établir des liens de causalité entre les accidents sans blessure, ceux qui sont tout en bas de la pyramide de gauche, et les accidents mortels. Si j'en reviens à un des messages que passait un ami et un collègue qui s'appelle Eric Olnagel dans son bouquin sur la méthode Fram, lui ce qu'il dit c'est que on peut avoir par exemple au Danemark 600 cochons, 30 vaches, qu'est-ce qu'on pourrait avoir d'autre? On peut avoir 10 poulets et un écureuil. Mais ce n'est pas parce que vous avez 600 cochons que par définition vous allez avoir un écureuil. Il n'y a pas de lien de causalité entre ces différentes strates et ces différentes catégories d'accidents. En revanche, on peut décrire de manière quasiment à plat la proportion qu'occupe de manière relative un type d'accident par rapport à l'autre. Là où il peut y avoir un lien de causalité, c'est évidemment la question des hauts potentiels. C'est le fameux diamant de la prévention, donc pyramide de droite. Dans les situations qui contiennent les événements ou les petits bobos de la vie quotidienne, les incidents dans lesquels il n'y a pas eu de blessure, on peut trouver des situations à côté desquelles on est passé à côté d'un carton. Et donc, ce sont ces situations du quotidien, les fameux high potentials, les situations à haut potentiel de gravité, qui peuvent dégénérer en un accident mortel. Donc, le message, c'est quoi? C'est que ce n'est pas en compressant mécaniquement la base avec les 600 incidents sans blessure que mécaniquement on va agir sur les accidents graves et mortels. En revanche, il se trouve dans l'accidentologie qui a un niveau de gravité bas des situations qui peuvent dégénérer. Celle-là doit faire l'objet d'une mesure d'apprentissage particulier parce qu'elles peuvent créer des accidents graves et mortels. Donc la pyramide de Bird en tant que descripteur n'est pas si mauvaise que ça, mais c'est la limite de son périmètre d'utilisation. J'avance. J'essaye. Ça y est. Deuxième aspect sur lequel on va se parler un petit peu, c'est ce qu'on peut faire pour repenser le système de défense en profondeur. Donc on va descendre un petit peu dans la cuisine. Pardon. On va descendre dans la cuisine des modèles qui se cachent derrière cette PAGEM et parler un petit peu de prévention, de récupération et d'atténuation. Qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement l'idée que dans la manière dont on pilote les risques, toutes les mesures qu'on met en place ne sont pas équivalentes par nature. Si je prends un exemple d'une intervention électrique, on peut former les gens en amont, on peut leur décrire des procédures, des MODOP, on peut s'assurer qu'on a bien supprimé la tension dans les installations dans lesquelles vont intervenir les équipes. Mesures de prévention. Les mesures de récupération, on se dit, bon, quand même, ce serait bien qu'il y ait des choses comme la vérification d'absence de tension, juste au cas où. Ce serait bien qu'il y ait des choses comme la vérification croisée pour que, imaginons, les mesures de prévention n'ont pas très bien marché,
ben à ce moment-là, on en revient à la vigilance croisée des équipes, au fait que je te check, tu me check, ou bien que je fasse encore une mesure de maîtrise des risques pour m'assurer que le risque électrique est absent. Quand cette deuxième barrière échoue, se produit un événement. Et donc ici, qu'est-ce qui reste pour se prévenir des conséquences de l'événement? Ce sont des choses comme les EPI, qui vont, par exemple, dans le cas, alors on sort du monde électrique, mais dans le cas d'un travail en hauteur, d'accord? Imaginons que je glisse d'un toit, j'ai accroché mon harnais, le harnais va prendre en charge une grande partie des conséquences du fait que la chute a commencé et que grâce à mon harnais, je vais pouvoir beaucoup compenser les effets de cette chute. Donc tout ça pour dire qu'il y a des mesures comme ça de maîtrise des risques qui ne sont pas toutes équivalentes. Deuxième message, que ce qu'on imagine, les EPI beaucoup, ce qu'on imagine être des mesures de prévention, sont en réalité des mesures qui se situent plus bas dans cette hiérarchie de couches de prévention, et les EPI appartiennent plutôt à la couche d'atténuation. Donc maintenant, on va se dire, ben, finalement, s'il faut faire de la prévention, il s'agit de quoi? Et petit à petit, on va cheminer vers qu'est-ce qu'on met dans cette couche de prévention que peut-être on laisse un petit peu orpheline de temps en temps. Alors, des règles d'or, alors ça peut parler, je pense, à un certain nombre d'entre vous, qui peuvent porter spécifiquement sur la prévention. On a listé quelques-unes que vous connaissez, ne pas pénétrer dans un espace confiné, ou bien je ne marche pas ou je ne stationne pas sous une charge, on connaît tout ça. Autre chose qui est de l'ordre de la prévention également, c'est de se demander dans les situations de travail les conditions qui pourraient exposer les salariés à des risques. Et ces conditions, elles sont opérationnelles, elles peuvent varier beaucoup d'un chantier à l'autre. Là aussi, je vais vous redonner des ingrédients que je pense les membres du MAS connaissent très bien. Imaginons une situation dans laquelle on a notre opérateur qu'on avait gréé dans cette équipe qui est très expérimenté et qui n'est pas là aujourd'hui. Il y a une forte pression pour terminer une opération ce soir. On peut aussi imaginer que le matériel avec lequel on travaille d'habitude est absent également pour plein de raisons. Voilà des situations dans lesquelles, même en l'absence d'une règle d'or spécifique, on doit déclencher des règles de no-go. Et ces règles de no-go, elles reposent évidemment sur la connaissance qu'on a des métiers, sur ce que raconte le REX d'entreprise, et évidemment, in fine, sur l'importance qu'on donne au fait d'arrêter de travailler vis-à-vis de la prévention des risques. Prévenir les risques, c'est parfois tout simplement ne pas travailler et réfléchir à la manière dont on va s'y prendre aujourd'hui dans ces situations particulières. Je continue sur cette idée des règles d'or. Si on fait le tour un petit peu de tout ce qui existe en entreprise, on en compte beaucoup qui portent sur les opérations, les actions de l'opérateur, et quand même pas tellement en proportion sur l'organisation propre du travail. Donc là aussi, hein, on peut revenir à tous ces sujets de PI, de ceinture de sécurité, les harnais. Mais en réalité, il y a des facteurs qui sont plus puissants. En tout cas, c'est ce dont j'essaie de vous convaincre, c'est ceux qui portent sur la prévention. Et on pourrait imaginer avoir une règle d'or que peut-être vous avez déjà chez vous, qui dit la chose suivante: le bureau d'études doit toujours être sur le terrain pour la mise en exploitation d'un équipement. Donc, voilà le type de règles qu'on peut se donner pour comprendre à la source même de l'activité et des installations les choses qui peuvent mal se passer et qui peuvent générer des risques. Donc, on peut se dire un petit peu comme message de sortie sur cette planche que si on regarde un petit peu les règles d'or qu'on se donne, on peut déjà avoir une idée du type d'action de maîtrise des risques qu'on a développé et de l'endroit où on a cranté nos efforts. Est-ce qu'on est plutôt en atténuation avec des EPI, ou bien est-ce qu'on est plutôt pas mal avec des actions à la source des activités qui porteraient sur l'organisation du travail, auquel cas on travaillerait sur la couche de prévention. Donc tout ça pour dire que les règles d'or, elles tombent sur la couche la couche de protection, on va dire ça comme ça, sur la couche de protection que vous décidez, d'accord? Et vous avez déjà compris que la couche de prévention est celle qui, à nos yeux, est celle qui a le meilleur rapport qualité-prix en termes de prévention, de maîtrise des risques. Ça veut dire quoi aussi cette notion de repenser le système de défense? Et surtout, ça peut reposer sur quels mythes, quelles illusions, à côté de quoi finalement est-ce qu'on peut passer? Alors j'en ai encadré 3 sur cette planche, on pourrait passer du temps si on voulait tout détailler, et évidemment on ne le fera pas aujourd'hui. Il y en a une sur laquelle je voudrais retenir un petit peu votre attention, elle concerne
l'oubli de sources de danger dans les études du même nom, les études de danger. J'ai voulu vous donner quelques exemples juste après, qui proviennent d'un exercice qu'on a fait avec nos étudiants exécutifs du Master Maori, donc des managers d'organisation à risque, qu'on forme également à la prévention des accidents graves et mortels. Et on a fait un petit peu un travail de recensement de ce que pourrait être, chez eux et chez elles, l'oubli de sources de danger. Et donc, deux exemples sont remontés qui appartiennent à deux secteurs d'activité complètement différents, mais qui tous deux concernent les études amont. Le premier, ça concerne la vie, le cycle de vie finalement d'un incinérateur. Et dans cet incinérateur, il y a eu un incendie. Quand l'analyse a été faite des raisons pour lesquelles cet incendie s'était produit, les analystes ont découvert qu'ils avaient brûlé des matériaux qu'ils n'imaginaient pas brûler un jour dans cette installation. Donc se pose la question de finalement l'exhaustivité, la complétude avec laquelle, et surtout la capacité à anticiper le marché des produits d'incinération dans le futur, la capacité avec laquelle on a anticipé ce qu'on allait mettre dans ce four. Un autre exemple qui est complètement différent, c'est celui d'équipements de télétransmission de données qui concernaient des consommateurs, des clients qui consommaient un service qui était fourni par une des entreprises. Et pour des raisons de couverture et d'envoi de données, il y avait un grand intérêt à placer ces émetteurs le plus haut possible. Ce faisant, on force les équipes de maintenance dans un mois, dans un an, à commettre ou du moins à faire des travaux en hauteur pour assurer la maintenance de ces équipements. Donc il se joue des choses sur des risques aval, et il se joue des choses qui sont finalement qui arrivent assez tôt dans la conception de ce qu'on décide de faire, notamment dans les études de danger, la manière dont les situations sont imaginées au départ. Donc tout ça pour dire que les risques qui sont ou du moins auxquels sont confrontées les équipes de terrain aujourd'hui proviennent en partie de décisions qui ont été prises dans le passé, dans lesquelles il n'a pas toujours été possible d'anticiper les situations dans lesquelles on allait se placer en termes de prévention des risques. Et encore une fois, il y a beaucoup de choses qui se jouent à ces stades assez précoces de la conception des situations de travail pour maîtriser les risques aval. Notre troisième point concerne la manière dont on va s'y prendre pour cultiver notre conscience partagée. Je vais vous expliquer ce dont il s'agit. C'est une espèce de manière de penser la prévention des risques dans laquelle on essaie d'embarquer tout le monde. Et donc tout le monde, on peut essayer de découper ça, ces populations, en cadrant en grandes catégories. Alors je vous laisse lire. Si on commence par en haut, c'est les équipes opérationnelles, et puis les experts à gauche, à droite le management, et puis en bas la direction. Tiens, pour une fois, on a mis la direction tout en bas. Et puis la chose qu'on peut se demander maintenant, c'est finalement les rôles de chacun, c'est quoi? Alors on va prendre deux exemples. Je vais commencer par le rôle des experts et le fait que ce rôle peut être compris en partie, mais peut-être pas complètement. Et avec Denis Ortega, on a réfléchi, donc c'est lui qui a porté cet exemple que j'aime beaucoup. Un des challenges que peut-être certaines des entreprises autour de la table doivent gérer, c'est la répartition des rôles en termes de gestion des risques. Par exemple, si on prend l'exemple des experts, je pense qu'il y a beaucoup de gens dans les entreprises autour de la table aujourd'hui qui disent « oui, mais nos experts, on sait qui c'est ». Et donc, ces gens-là détiennent une partie de notre savoir. En revanche, on sait aussi qu'il y a des entreprises qui externalisent beaucoup leurs activités. Et du coup, on se trouve parfois dans des cas de figure où ce sont les prestats qui peuvent effectuer des opérations de maintenance, parfois des opérations d'urgence. On a pris l'exemple des déconsignations. Donc, sur consignation et déconsignation, donc sur des opérations aussi critiques que celle-là pour les maîtrises des risques, la question qui vient, c'est mais finalement, qui a la maîtrise? Est-ce que c'est des gens de chez nous? Ou bien est-ce que structurellement, mécaniquement, on a poussé la maîtrise de certaines opérations critiques vers nos prestataires. Et donc ici, le message, c'est évidemment pas que la prestation, c'est pas bien, mais que les effets de bord de la prestation et le fait qu'on délègue du pouvoir à des gens qui ne sont plus des organiques de l'entreprise, c'est pas quelque chose qui doit être subi, c'est quelque chose qui doit être pensé. Donc la répartition des rôles, dans les cas de forte externalisation, elle peut produire des effets de bord pas toujours anticipés, pas toujours attendus.
Et puis l'autre chose, avec une population complètement différente, mais je pense que vous aviez déjà compris le message, c'est que tout le monde a quelque chose à faire et quelque chose à dire et à voir avec la prévention des accidents graves et mortels. Dans le cas des opérationnels, la manière dont on lance l'activité le matin, à la prise de poste, et la manière dont on va s'y prendre pour faire le tour des risques auxquels on est exposé aujourd'hui, ça aussi, c'est de la PAGEM, c'est pour tout le monde. La direction a son rôle à jouer, on l'a vu avec les experts. L'encadrement, on aurait pu également prendre des exemples dans cette population-là. Bref, ne surtout pas penser que la PAGEM, c'est l'affaire des spécialistes de la sécurité. Ce serait plutôt tout le contraire. Un autre aspect de cette conscience partagée, c'est de découper de manière un peu brutale la partie globale, la partie locale. Je dis brutale parce qu'évidemment c'est toujours un petit peu plus compliqué que ça, mais vous avez d'un côté une entreprise qui mène des audits, des recommandations, qui a besoin de bâtir des indicateurs et évidemment de pousser des programmes vers les équipes pour fabriquer la maîtrise des risques dont les opérations ont besoin. Bien. Quand les programmes arrivent vers les équipes opérationnelles, l'ambition, ce serait quand même que les équipes s'emparent de ce que les directions ou les filières HSE ont produit pour maîtriser les risques. Et donc, la chose à laquelle il faut faire un petit peu attention, c'est que pour que le terrain fasse ce qu'on voudrait qu'il fasse, il va falloir que ce terrain trouve du sens aux choses qu'on demande aux gens qui y travaillent. Il y a besoin aussi parfois de comprendre que l'encadrement de proximité abrite les équipes, filtre les demandes en provenance des sièges pour continuer à faire le travail. C'est le cas typique dans le cas d'un enchaînement ou d'un grand rouleau compresseur de démarches successives. Et l'encadrement de proximité, c'est bien qu'il va y avoir un temps pour que les choses se mettent en place et que c'est pas la peine d'y aller à fond la caisse. On va d'abord maîtriser les activités comme on le faisait hier. On va laisser venir petit à petit les programmes que le siège est en train de faire. Tout ça, on peut dire chez nous, ça n'existe pas. En revanche, on trouve des entreprises dans lesquelles il se passe exactement ça. La question n'est pas de savoir s'il faut éviter que ça se produise comme ça. La question est de s'assurer que les porteurs des programmes connaissent les contraintes qui pèsent sur les équipes pour éviter qu'il y ait une forme d'abri ou de recul vis-à-vis des projets qui empêche que la maîtrise des risques progresse. En gros, le niveau global peut pousser aussi fort qu'il veut. Si les contraintes du terrain ne sont pas connues, on va créer des filtres très forts et qui vont entraver l'adoption de mesures cardinales, de mesures stratégiques pour maîtriser les risques. Et c'est ce jeu de compréhension globale locale que l'entreprise doit faire pour s'assurer qu'elle n'est pas en train de faire descendre des choses dans un tuyau bouché. Quelque chose qui est très relié à ce qu'on vient de se dire, c'est la bonne pratique numéro 1. Je vous laisse lire un petit peu le numéro 2 qui porte sur les simulations et l'intérêt numéro 3 de valoriser le récit et l'analyse collective des événements, la mémoire des anciens, par exemple. Dans le premier exemple, ce que je voulais partager avec vous, c'est on peut faire des équipes opérationnelles et les prestataires un public destinataire d'un acteur des études de danger et d'analyse de risque. Quand on fait ça, on fait ce que les spécialistes de la psychologie engageante, de la communication engageante, on produit des actes préparatoires. C'est-à-dire qu'en faisant des acteurs, des gens dont on attend le concours sur le terrain, on est en train d'orienter leurs croyances et leurs comportements dans la direction attendue. Donc, le conseil qu'on peut vous donner ici, mais je pense qu'intuitivement, beaucoup de monde l'avait déjà intuité, c'est qu'une bonne manière de fabriquer l'adhésion des gens de terrain vis-à-vis des mesures qu'on est en train de créer, c'est de mettre les gens autour de la table, de faire venir les exemples, de donner un petit peu de pouvoir aux gens dont on attend le concours. Et du coup, si on fait ça, on va créer des règles, des programmes qui, de facto, structurellement, seront réalistes puisque les contraintes du terrain sont connues. Elles auront été apportées à la table par les gens qui ensuite réaliseront l'activité. Autre aspect, je crois que c'est le dernier concernant ce chapitre, c'est le fait qu'en mettant des gens autour de la table et en créant, c'est le sens de ma petite gommette verte, des espaces d'expression, on peut faire venir la parole, on peut faire venir l'expérience des uns et les autres sur des choses qui se sont passées, on peut partager des solutions et c'est une pierre qui va dans le sens de
la libération de la parole, sa lutte contre le silence organisationnel. C'est la démonstration aussi de la direction que les choses qui se sont mal passées sont des choses à partir desquelles on peut apprendre et qui ne servent pas juste à sanctionner, ce serait le cas le plus défavorable, mais à se dire que là on a merdé, il va falloir faire autrement. C'est pas la seule manière de considérer les incidents au travail. Et il y a un potentiel d'apprentissage à condition que des dispositifs soient présents en face, que le partage ait lieu. Je termine avec le 4e chapitre en vous parlant de la réussite de la PAGEM. On retrouve ma petite gommette avec le message principal qui consiste à dire que une manière de lutter contre le silence organisationnel, c'est la culture juste et équitable. Ma petite gommette dit quoi? Elle dit que les réactions de l'encadrement doivent être appropriées, homogènes, face à un écart, et notamment laisser la place au droit à l'erreur, à l'équité de traitement. Sur la partie qui concerne l'homogénéité de l'appropriation de l'encadrement vis-à-vis des règles de reconnaissance et de sanctions, elles doivent être stables dans l'entreprise, elles doivent être stables dans le temps, connues de tous et de toutes, et elles doivent également s'appliquer d'un manager à l'autre, c'est-à-dire une équipe qui changerait de manager pour des raisons d'absence, de maladie, doit retrouver avec ce nouveau manager ou manageuse les mêmes règles qu'on connaissait avec l'autre, qui seront appliquées de la même manière et qui ne laissent aucun doute sur la manière dont un écart ou bien une erreur sera traité par cette nouvelle personne. Donc, se mettre d'accord sur la manière dont on va s'y prendre en termes de reconnaissance et de sanctions, tout ça, ça se prépare. L'homogénéité et la prédictibilité de la réponse, c'est vraiment les notions clés autour de cette notion de culture juste et équitable. Et puis, une des manières d'y arriver, c'est de se questionner sur les rôles clés du manager. Donc, je vais juste citer le dernier point du petit encart à droite, qui consiste à être présent sur le terrain pour être au contact de ce qui se passe et avoir le pouls sur les activités. Mais pas mes messages de fin, nos messages de fin, je vais en prendre 2 pour les partager peut-être un tout petit peu en détail avec vous. Le premier, c'est le point B qui concerne l'analyse approfondie des événements. Cette analyse approfondie, elle doit porter sur des risques, je vais réutiliser le même mot, qui sont en amont des activités, on en a parlé un petit peu au début, et puis cette analyse approfondie doit se faire sans tabou. Ce sur quoi elle doit déboucher, ce n'est évidemment pas les mesures à mettre en place pour que les individus soient mieux bordés, qu'on arrive à resserrer l'étau autour de leur conformité vis-à-vis du prescrit, mais c'est de comprendre les notions de fond dans notre organisation du travail qui créent des conditions de réalisation difficiles à tenir pour les équipes. Là, dans ce type de réflexion, se trouvent des facteurs de fond sur lesquels on va pouvoir agir et agir sur la couche de prévention dont on parlait dans le petit modèle à 3 crans, prévention, atténuation, récupération. Le deuxième cran que je voudrais présenter avec vous, le deuxième message, c'est celui qui concerne le silence. Je pense que c'est quelque chose sur lequel maintenant l'ICSI a beaucoup communiqué et c'est une notion qui diffuse beaucoup. La manière dont l'entreprise traite les problèmes qui se passent sur le terrain, comment on va dire, elle joue beaucoup sur sa capacité d'apprentissage, sur la capacité qu'elle aura à éviter les événements dont on a pu parler. Et ce point-là va me permettre de faire le lien avec mon avant-dernière planche. Donc tout en bas à droite, vous voyez, je reprends ce terme de capacité d'apprentissage de l'entreprise, libérer la parole et permettre à des compagnons, à ses collaborateurs de dire « il faut qu'on se parle parce que je pense que j'ai fait une connerie ». Ça, c'est quand même une posture qui, met les équipes dans une atmosphère qui autre que celle de la peur, qui invite au partage. Et ça va faire un peu boule de neige, ça va inviter les autres équipes à partager également leurs problèmes. C'est pas la sanction qui va permettre de faire remonter les bonnes nouvelles. Et puis l'autre chose qu'on peut se dire aussi, tout en haut à gauche, c'est qu'une petite entreprise, elle n'est pas placée comme une très très grosse. On a autour de nos membres à l'ICSI des entreprises qui ont fait de la sécurité une de leurs valeurs cardinales et qui veulent sur le cran de la sécurité être une entreprise exemplaire mondiale. Si vous êtes une petite entreprise familiale, il ne faut surtout pas jouer à ça et vous gréez en termes de sécurité en accord avec les contraintes qui pèsent sur votre activité.
Donc, il y a finalement beaucoup de facteurs d'influence à prendre en compte dans cette PAGEM, et vous avez compris que les contraintes opérationnelles qui portent sur votre activité, elles ont quelque chose à voir. Je vais éteindre ça. Je vais y arriver. Pardonnez-moi. Voilà, pardon. Les contraintes qui pèsent sur votre activité, le monde de contraintes dans lesquelles vous opérez, a quelque chose à voir sur la stratégie que vous allez pouvoir bâtir pour maîtriser vos risques. On est arrivé au bout. Je vous présente très rapidement. D'ailleurs, je l'ai juste au-dessus de moi. C'est le petit cahier vert que vous voyez à côté de ma tête ici. L'essentiel de la prévention des accidents graves et mortels, dont vous avez en principe aujourd'hui recueilli la substantifique moelle grâce au travail qu'on a pu mettre sur pied pour vous, ma modeste personne, ainsi que Denis Ortega. Je redis, c'était un travail de binôme, et puis je vous remercie beaucoup pour votre attention. Très bien, merci beaucoup Denis par rapport à cette intervention qui effectivement nous donne un certain nombre de notions et puis d'étapes et aussi de démarches et d'outils et ce qui est très enrichissant. Donc merci beaucoup Denis. Alors juste avant de donner la parole au prochain intervenant, je me permets juste de faire un petit appel. Nous suivons donc vos commentaires ou vos questions qui ne sont pas forcément en grand nombre. Donc, n'hésitez pas à écrire vos commentaires ou vos questions parce que c'est le moment. Vous avez la parole, peut-être pas en direct à l'oral, mais vous avez l'occasion de vous exprimer par écrit et ce sera bien sûr au bénéfice de tous puisque les experts donc, apporteront des éléments complémentaires. Eh bien, encore une fois, merci beaucoup Denis et nous allons directement donner la parole à Maïté Niepceron, donc référente Maz Academy, qui va directement en fait vous présenter ce que nous pouvons trouver dans la Maz Academy, dans les parcours de la Maz Academy dédiés donc à la prévention des accidents graves et mortels. Et c'est très important dans le sens où vous, adhérents du Maz, mais je pense que c'est aussi intéressant pour vous, adhérents à l'ICSI, de voir un petit peu comment, en fait, des professionnels comme vous tous, des représentants d'entreprises utilisatrices, entreprises intervenantes et les experts de l'ICSI ont pu concevoir avec leurs expertises complémentaires en fait des parcours qui vous permettent de progresser justement sur cette notion de prévention des accidents graves et mortels. Maïté, nous te laissons la parole pour nous donner quelques éléments sur la Maz Academy. Merci à toi. Merci Muriel et bonjour à tous. Je vais directement lancer le partage de l'écran de la Maz Academy. Hop. Excusez-moi pour le petit délai. Voilà, normalement, là, vous êtes plongé dans la Maz Academy et on va faire directement le lien avec tout ce qui vous a été présenté précédemment. Et vous allez voir que ça se fait assez facilement et que vous n'allez pas être perdu parce que beaucoup des choses, des visuels qui vous ont été présentés sont aussi présents dans les parcours de la Maz Academy. Donc, quand on est sur la page d'accueil de la plateforme, vous voyez, vous retrouvez vos modules juste à ce niveau-là et le petit pictogramme des modules qui traitent de la prévention des accidents graves et majeurs, c'est celui-ci. Et donc là, vous avez en haut le module, ce qu'on appelle fondamental, qui va expliquer le concept, donner du sens. Et ensuite, en dessous, on va aller se balader dans le module application terrain, qui lui a pour but de vous donner des outils, de vous outiller pour travailler sur cette prévention des accidents graves et majeurs. Avant d'aller dans le module application terrain, je vais quand même faire le tour du parcours pédagogique ou fondamental, comme on dit. Donc, vous voyez un certain nombre de chapitres que vous retrouvez ici grâce aux petites puces et vous avez le parcours qui vous est représenté là. On va juste le traverser rapidement pour regarder un petit peu de quoi traite chaque chapitre, mais on n'ira pas plus loin. Voilà, je vous laisserai aller découvrir les ressources qu'il y a dedans. Donc, vous avez toujours un chapitre d'introduction qui est le chapitre numéro 1. Ensuite, en fait, on commence, comme Denis vient de le faire dans sa présentation, sur le pourquoi se centrer sur la prévention des risques d'accidents graves et majeurs.
Donc, le but, c'est de comprendre les enjeux et les notions clés associées. Vous allez y retrouver des témoignages, mais également le visuel qui fait le lien entre la probabilité d'accident et sa gravité que Denis vous a présenté juste avant, des exercices. Et voilà. Ensuite, l'objectif, ça va être de travailler sur la perception des risques majeurs auprès des équipes de l'entreprise. Donc là, je vous laisserai aller découvrir les différentes ressources, mais on fait un lien avec les outils de la CARSAT aussi dans ce chapitre et je vous conseille particulièrement cette petite vidéo animée qui vous propose de travailler sur la conscience partagée des risques majeurs. Elle est fortement intéressante. Ensuite, nous avons un chapitre 4 qui porte sur le taux de fréquence. L'idée étant de ne pas se contenter du taux de fréquence. Je vous laisserai aller découvrir les explications. Mais voilà, c'est le moment où on va aborder le lien entre la pyramide de Bird et le diamant de la prévention et le pourquoi il ne faut pas se contenter de la pyramide de Bird, mais plutôt aller travailler sur les éléments significatifs qui se trouvent dans sa base et donc de travailler sur le diamant de la prévention. Mais on va revenir dessus dans le module application terrain, donc je ne rentre pas plus dans les détails. Voilà. Ensuite, évidemment, à partir du moment où on cherche à identifier les événements à haut potentiel et tout ce qui et travailler sur les événements les plus graves de l'entreprise, il faut savoir comment les traiter, les causes profondes de ces événements. Donc, un chapitre 5 qui porte sur ce sujet-là, avec effectivement toujours cette notion que Denis a abordée sur l'importance de mobiliser l'ensemble du personnel pour agir en profondeur. Le chapitre 6, comme on fait dans quasiment tous les thèmes qui sont traités sur la MAS Academy, c'est un chapitre sur l'aspect coordination entre entreprises utilisatrices et entreprises intervenantes. Cette relation EU-EI, traitée ici autour de la prévention des accidents graves et majeurs. Donc, pour le coup, voilà, vous avez quelques ressources. Ensuite, un chapitre sur l'importance de se doter d'indicateurs spécifiques pour prévenir ces accidents graves et majeurs. Donc, on va parler de sur quels indicateurs on peut travailler. Voilà. Ensuite, la conclusion. La conclusion étant le chapitre où vous allez retrouver le quiz interactif de fin de module. Donc, intéressant si vous souhaitez faire parcourir ces modules à certaines personnes de votre organisation. Vous pourrez ici récupérer leurs résultats et savoir qu'ils ont bien passé ces tests. Et toujours un chapitre pour aller plus loin, où vous pouvez récupérer l'essentiel sur la prévention des accidents graves et majeurs de l'ICSI. Je ne vais pas plus loin sur ce module-là, qui est donc le module pédagogique. Par contre, j'aimerais qu'on aille se promener un petit peu dans le module application terrain. Là, l'idée, c'est vraiment de vous apporter des outils, des méthodes pour mettre en œuvre la prévention des accidents graves et majeurs sur le terrain. Vous allez voir, il est traité de façon très logique, ce module. Donc, un chapitre 1, toujours pareil, le chapitre d'introduction. Ensuite, vous voyez qu'il nous reste 5 chapitres derrière celui-ci. Et ceux qui vont nous intéresser le plus, c'est les chapitres de 2 à 5, qui vont vous permettre sur chacun de ces chapitres de présenter une méthode qui va vous être très utile dans la prévention des accidents graves et majeurs. Le chapitre 2, c'est remonter et traiter les situations à haut potentiel de gravité. La méthode qui vous est présentée ici, c'est celle du diamant de la prévention. Et c'est donc la ressource vidéo que je voulais vous présenter. Mais avant ça, je vais vous présenter la construction du chapitre qui est en fait la même, qui va se reproduire avec 3 autres méthodes dans les chapitres suivants. Donc l'idée, c'est d'avoir une vidéo animée qui traite le sujet, qui vous apporte des éléments de compréhension de la méthode et des éléments de comment la mettre en œuvre dans vos entreprises. Ensuite, vous pouvez télécharger une infographie qui peut être utilisée dans vos entreprises, qui est en fait la diapo de conclusion de la vidéo animée. Vous avez ensuite une vidéo supplémentaire qui va être là pour donner du sens au message qui est présenté dans la vidéo animée. Ça peut être du témoignage d'adhérents, ça peut être une vidéo d'expert, ça peut être une vidéo, je crois que c'est dans celle du document unique qui arrivera un petit peu plus tard, ou c'est une vidéo de l'INRS. Voilà, l'important c'est d'avoir une vidéo qui va apporter du sens à la vidéo animée. Et enfin, et c'est ce qui m'intéressait aussi de vous présenter, c'est que la dernière ressource de chacun de ces chapitres, c'est une mallette pédagogique.
pour déployer la méthode du diamant de la prévention dans vos entreprises. Et donc là, il y a un petit T, donc c'est téléchargeable et vous allez télécharger. Alors, je vais le faire pour le principe, vous allez le voir passer dans l'écran, je pense, mais vous allez télécharger, hop, directement sur vos ordinateurs, un petit fichier zip dans lequel vous aurez un support de causerie qui se base sur la vidéo animée du chapitre, donc là, la vidéo animée sur le diamant de la prévention. Vous aurez un guide utilisateur et bien sûr, vous avez la vidéo animée qui est téléchargée directement avec. Voilà, je ne vais pas aller vous présenter le support de causerie, ce n'est pas l'idée, mais sachez que pour chacune des méthodes qui sont reprises dans ce module application terrain, vous aurez systématiquement une mallette pédagogique. Donc, je vous propose tout de suite de regarder la vidéo sur le diamant de la prévention qui met en jeu mascotte et prudence, nos petits personnages OMAS. Et j'espère que tout va bien se passer. Je vois que le son est coupé déjà. Le diamant de la prévention. Alors, je vais arrêter 2 secondes. Pensez à, si possible, augmenter le son sur vos ordinateurs parce que je sais qu'il est très, très faible quand je partage mon écran. Voilà, juste petite information avant de commencer. C'est reparti. Nous connaissons ces situations dangereuses, presque accidents, voire accidents, pour lesquels les conséquences ont pu rester minimes ce jour-là. La chance n'est pas fidèle. Un léger changement de contexte ou une situation qui dégénère peut entraîner des blessures graves, parfois des séquelles permanentes ou des décès. Alors, comment faire pour éviter de s'en remettre à la chance et éliminer ces risques à potentiel grave ou majeur? Chacun de nous peut agir, pour soi ou pour ses collègues, à l'aide du diamant de la prévention, en commençant par partager les presque accidents du quotidien pour en extraire les potentiels accidents graves ou majeurs, puis en façonnant les mesures de prévention. Mon rôle dans le diamant de la prévention est de remonter mes observations de situations dangereuses, presque accidents ou accidents. Ces informations constituent un minerai que je partage avec mes collègues et ma hiérarchie. Ensemble, nous évaluons ce qui aurait pu se passer de pire en analysant ces remontées d'informations. Nous recherchons les situations aux conséquences potentielles graves ou majeures, comme des séquelles à vie, voire un ou plusieurs décès. De ce minerai d'informations de départ, nous en sélectionnons des pépites de grande valeur. Tous les acteurs dans l'organisation taillent ces pépites pour façonner le diamant de la prévention et définir les mesures de prévention associées. En procédant selon ces 3 étapes essentielles pour protéger les collaborateurs des accidents graves, nous obtiendrons un trésor collectif pour l'entreprise. La direction, l'encadrement et les équipes s'assurent que les diamants sont connus de tous et que les mesures de prévention définies sont bien appliquées. Progressivement, ces actions contribuent à diminuer les situations à potentiel de gravité les plus élevés. À titre individuel, je comprends alors mieux pourquoi je dois me former, bien connaître et avant tout m'appliquer à moi-même les mesures de prévention définies pour ces diamants. Dans le cadre de la vigilance partagée, je dois intervenir pour protéger mes collègues quand j'observe des écarts de mise en œuvre de la prévention définie pour ces diamants. La méthode diamant de la prévention est une approche performante et efficace. Utilisée par les acteurs de l'entreprise, elle contribue à éliminer les situations à risque à potentiel grave ou majeur. C'est le trésor de l'entreprise. Ensemble, éliminons les accidents aux conséquences graves ou majeures. Alors voilà pour la vidéo. Et donc, comme je vous le disais, dans les chapitres qui suivent ce module application terrain sur la prévention des accidents graves et majeurs, vous allez retrouver, outre ce diamant de la prévention, une méthode pour identifier les événements potentiellement graves et pour mieux les prévenir, qu'on appelle la méthode du nœud papillon. Et le chapitre est constitué exactement de la même façon, avec une vidéo animée, une infographie, une vidéo qui donne du sens, qu'elle a un témoignage sur une chute de hauteur, et la petite mallette pédagogique qui correspond. Vous aurez ensuite la méthode des règles qui sauvent, comment définir et faire respecter les règles qui sauvent. On parlait de règles d'or tout à l'heure, mais on est exactement sur le même sujet. Et la dernière
alors c'est pas vraiment une méthode, mais c'est le lien entre le document unique d'évaluation des risques que vous avez tous dans vos entreprises et comment optimiser son utilisation justement dans la prévention des accidents graves et majeurs. Et là, vous avez toujours pareil, hein, la vidéo animée, une infographie, une vidéo additionnelle. On a rajouté aussi la fiche du MAS d'une campagne d'affichage précédente qui portait sur les 9 principes généraux de prévention et la mallette pédagogique, à savoir que cette vidéo-là a été faite avec le partenariat de la CARSAT. Voilà, et je tenais à dire, avant de laisser la parole à Muriel et à Sébastien Guillemin, que nous avons aussi un petit outil qui peut vous être très utile, qui est caché dans le chapitre 6 pour ce module-là, qui est un outil téléchargeable aussi, voilà, comme ça vous allez le voir, qui reprend pour chaque méthode que vous avez dans ce module-là. Donc là, vous avez le diamant de la prévention, le nœud papillon, les règles qui sauvent, et le document unique, les points clés de la méthode, les bonnes pratiques et au verso, vous avez les questions pour aller appliquer cette méthode sur le terrain qui peuvent être utilisées. Donc, ça forme un petit nuancier ou un petit incollable. Voilà. Donc, ça, c'est disponible dans le chapitre 6. Et sur ce, je pense avoir fait le tour des 2 modules qui traitent de la prévention des accidents graves et majeurs. Donc, Muriel, je te redonne la parole. Très bien, merci beaucoup Maïté. Effectivement, c'était intéressant d'avoir cette vue rapide mais néanmoins complète par rapport à toutes les ressources qui sont à la disposition donc des entreprises. Vous m'avez entendu, donc je vous en remercie tous puisque les questions ou les commentaires sont plus nombreux et nous allons pouvoir tout à l'heure y répondre. Mais avant, c'est important toujours, et vous le savez, donc dans les réseaux MAS et dans les réseaux ICSI, on donne toujours la parole directement à nos entreprises et c'est important. Et aujourd'hui, donc c'est Sébastien Guillemin, donc le responsable sécurité environnement du groupe Cristal Union, qui va nous faire part en fait de son expérience, de son retour sur ce sujet de la prévention des accidents graves et mortels. Sébastien, c'est à toi. Bonjour à tous, merci Muriel. Bon, il y a eu quelques aléas pour moi. Un petit exercice incendie qui vient d'arriver pendant le webinaire, qui a fallu jalonner de manière différente les interventions. Mais voilà, c'est réglé et ce n'était qu'un exercice. Donc, je suis ravi d'être avec vous. Donc, Cristal Union est adhérent du MAS depuis plus de 4 ans en tant qu'entreprise utilisatrice. Et Cristal Union est également adhérent de l'ICSI depuis 2 ans pour travailler aussi sur toute sa démarche de prévention des accidents graves. Donc ça, c'est les 2 points. Donc je fais un parallèle entre l'ICSI et le MAS. Donc je vais dérouler ma présentation. Voilà, le but, je souhaite vous partager en toute humilité notre démarche de prévention des accidents graves et mortels. Donc, premier message qui m'intéressait de vous passer et de partager. Vous avez sur ce visuel ce que lisent l'ensemble de nos salariés, ce que lisent l'ensemble de nos visiteurs, ce que lisent l'ensemble de nos transporteurs lorsqu'ils arrivent sur un site industriel. Donc avec un message fort, donc on le retrouve sur l'ensemble de nos usines, mais également au siège. Ici, aucun compromis sur la sécurité. Donc ce qui m'a valu, dans le cas qui nous intéresse, de faire l'exercice incendie avant de vous retrouver. En quelques mots, Cristal Union, pour que que vous compreniez le terrain de jeu. Donc là, vous avez une photo d'une betterave. Donc à partir d'une betterave, qu'est-ce que l'on va faire? On va fabriquer soit du sucre, soit de l'alcool. Donc c'est Cristal Union est donc une coopérative agricole qui produit du sucre, produit de l'alcool à partir de betteraves. Je n'irai pas plus loin sur ça, mais ça me semblait important pour comprendre le terrain de jeu.
Qui dit coopérative agricole dit l'entreprise appartient à des agriculteurs, c'est ça que ça signifie. Et donc vous avez ici le périmètre de l'ensemble des établissements. Donc on va parler de sucrerie, on va parler de distillerie, ou on peut parler de déshydratation. Donc ce sont les métiers que l'on va retrouver. Et donc on déploie cette démarche sur 13 sites industriels. Et comme vous pouvez le voir sur la carte, essentiellement dans le nord de la France. Donc une fois qu'on a dit ça, je voulais vous présenter un petit peu notre terrain de jeu, le terrain de jeu de la prévention. Donc essentiellement une industrie lourde. Donc vous avez comme illustration là des camions, donc pour transporter les betteraves des champs aux usines de production. Ça se fait par des chauffeurs. Donc c'est des 15 millions de tonnes de betteraves qui sont travaillées. Voilà ce que ça représente à l'échelle de Cristal Union. Donc ces betteraves arrivent dans des usines de production pour être transformées. Pour transformer la betterave en sucre, on va utiliser de la vapeur, on va utiliser des produits chimiques. Donc on va être dans un environnement qui est plus proche de l'industrie lourde que de l'industrie agroalimentaire. Et c'est le premier message qu'on passe, je dirais, à nos nouveaux collaborateurs en disant voilà, on est une industrie lourde. Et vous allez comprendre que la notion d'industrie lourde va avoir pour conséquence de privilégier notre approche sur la prévention des risques les plus élevés. On a une démarche de prévention qui s'appelle Global Sécu. Le terme global va signifier les transporteurs, l'industrie et également les sous-traitants. Donc le terme global pour l'ensemble des acteurs. Le premier critère que l'on regarde, c'est la sécurité. On est tous convaincus qu'une entreprise qui est performante, c'est une entreprise qui travaille en sécurité. Une entreprise qui n'est pas performante ne travaille pas en sécurité. On a un objectif d'éliminer totalement les accidents graves et mortels en impliquant l'ensemble des acteurs et donc tous concernés. Notre démarche se déploie sur nos salariés, mais également nos entreprises extérieures ou entreprises intervenantes, et également nos chauffeurs. Donc l'ensemble de l'écosystème de Cristal Union. Alors, je vais enfoncer des portes et je vais faire un petit peu d'histoire. Nous, l'histoire de la prévention des accidents graves et mortels, elle démarre en 2018 avec un constat que Denis a évoqué, mais également qui a été abordé par Maïté, du fait que politique de prévention avant 2018, essentiellement orientée sur le taux de fréquence. Donc on voit un taux de fréquence qui baisse aux alentours de 6, mais malgré cette baisse du taux de fréquence, des accidents graves, des accidents mortels qui nous perturbent dans notre manière de piloter la prévention. Et c'est là que nous décidons de réorienter notre politique de prévention sur les accidents graves et mortels. Donc, 2018, on décide d'inscrire ce sujet-là dans un de nos projets feuille de route. Comment faire? Donc, pour pouvoir travailler le sujet, et là, je vous ai illustré 2 visuels. Donc, on a fait du benchmark. Et vous avez alors du benchmark de 2018. Je ne sais pas si Heineken ou si le groupe Rio Tinto fonctionne toujours de la manière, mais ce qui nous a intéressé au travers ces 2 benchmarks, c'est Heineken qui avait mis en place toute une démarche de prévention autour des activités à haut risque. Et donc là, vous retrouvez sur ce visuel 9 risques identifiés avec le format, un visuel où on voit le 0, avec un objectif, ce 0 événement sur ces activités à haut risque. Donc ça percole en nous. Et puis, vous avez l'illustration de droite, un groupe qui identifie 22 risques critiques, le groupe Rio Tinto, voilà, qui nous conforte dans notre idée d'orienter notre politique de prévention autour des risques. Donc, on poursuit l'histoire. Une fois qu'on a fait ce benchmark, je fais travailler les équipes HSE. Et le visuel que je vous illustre là date de 2018. C'est une réunion de nos animateurs HSE
où vous avez sur l'image de gauche un travail collaboratif avec des post-it, où la question que l'on se pose, c'est quoi pour moi un risque majeur? Et donc, on travaille avec des post-it, donc ce travail collaboratif, et vous avez à droite le résultat de ce groupe de travail, où à l'issue de ce travail collaboratif, les équipes identifient 11 risques. Les risques associés soit à des événements graves que l'on a pu avoir. Donc, on identifie ces risques-là. Ensuite, donc on est fin d'année 2018, donc après on poursuit le travail. 2019, le travail se poursuit. L'objectif, c'est d'avoir nos totems propres, d'avoir nos totems pour, je dirais, travailler sur notre culture. Donc, on décide de n'en retenir que 10. Et on se dit, c'est beaucoup, mais on n'arrive pas à faire moins. Et on ne voulait pas faire plus. Donc, on arrive à identifier 10 risques. Et ces risques, on les appelle les risques pour la vie. Voilà, donc vous avez 2 illustrations de 2 risques. Un risque que l'on reprend, qui touche la partie mécanique, électrique, fluide. J'ai pris un deuxième exemple, qui est le risque collision véhicule. Et ces risques-là, on fait le visuel où on les entoure de notre Global Sécu pour pouvoir dire qu'on les maîtrise en termes de visuel, mais également viser le 0. Donc, on construit la démarche, donc tout doucement, en travaillant sur ce sujet-là. Donc, on continue, et ce que l'on cherche à faire sur l'année 2019, c'est à associer et à créer pour chacun des risques une règle pour la vie. Donc, tout à l'heure, j'ai entendu parler de règle qui sauve, règle d'or. Le choix est fait d'appeler ça règle pour la vie. Donc, vous comprenez, un risque égale une règle. Derrière ça, il y a d'autres choses, mais c'est pour pouvoir préparer la suite, pouvoir communiquer auprès de nos équipes opérationnelles, pour pouvoir être très pratico-pratique. Donc, on fait le choix d'avoir une règle par risque. Et comme je l'illustre sur cette présentation, des phrases courtes à la forme affirmative. Donc, on les a toutes formulées de cette manière-là, en y associant des verbes d'action, donc en débutant par le jeu, avec une volonté qu'elle soit simple et compréhensible, sachant que c'est 10 règles pour la vie. L'objectif, derrière, ça sera de les déployer à l'ensemble des parties prenantes. Donc, derrière parties prenantes, j'entends nos salariés, mais également des saisonniers qui viennent travailler pendant la campagne betteravière, mais également nos sous-traitants, donc nos entreprises intervenantes. Et je voulais illustrer au travers un petit visuel qui était assez intéressant pour pouvoir bien expliquer la manière dont on a été animé pour pouvoir rédiger ces règles. Donc, on est 2019, je poursuis, et donc là, vous avez le résultat final de nos 10 règles pour la vie, pour chacune d'elles, vous trouverez les 10 risques, avec l'objectif fixé que l'on peut voir, qui est 0 accident grave. Donc, une fois qu'on a construit ces éléments, vous doutez bien que ça n'a pas été un travail qui a été fait seulement par les HSE. 2019, c'était des allers-retours avec l'ensemble des directeurs d'établissement. Ça a été des allers-retours avec les équipes HSE pour construire notre culture et notre référentiel autour des règles pour la vie. Alors, 2020, année du Covid et année de lancement des règles pour la vie. Donc, nous l'avons travaillé et nous avons aussi fait le choix de co-construire avec nos managers, et c'est ce que j'ai voulu illustrer sur cette slide, notamment sur la page de droite. Donc, on a voulu co-construire pour s'assurer du côté opérationnel de chacune de ces règles. Donc, 160 participants dans 10 ateliers ont relu
les règles, les ont critiquées. L'objectif étant pour nous, c'est qu'elles soient applicables sur le terrain. Voilà, et donc là, vous avez une illustration des briefings de début de poste qui ont permis également de lancer la démarche auprès de l'ensemble de nos collaborateurs. 2020-2021, période d'audit pour s'assurer du bon déploiement de chacune des règles pour la vie. Donc là, vous avez illustré sur cette page un petit outil d'audit qui nous permet et qui nous a permis au niveau groupe, mais également au niveau des différents sites, de faire un point et de se dire, voilà, est-ce qu'on a bien mis en place l'ensemble des moyens permettant la mise en application correcte des règles? Et je poursuis pour terminer mes propos. 2023, on a fait un diagnostic de notre culture sécurité, donc avec l'ICSI, un diagnostic auquel 1600 personnes ont participé, 1600 collaborateurs. Et ce qui est intéressant de voir au travers de ce diagnostic, c'est notamment la partie en haut à droite et qui est en vert, c'est qu'on fait le constat d'une organisation qui est mobilisée sur la prévention des risques les plus élevés. Ce qui ressort du diagnostic, c'est le travail que l'on a mené est positif, dans le sens où les réponses qui ont été apportées montrent que les collaborateurs, le collectif est mobilisé sur la prévention des accidents graves et des accidents mortels. De ce diagnostic, on en a construit un plan d'évolution de la culture, donc qui a été déployé en 2024, qui va conduire nos actions sur les 5 prochaines années. Donc là, je vais enfoncer des portes. On veut continuer et mieux apprendre des événements, et notamment des événements à haut potentiel de gravité récurrents, que ce soit pour les activités internes, mais également des événements qui peuvent survenir sur des opérations sous-traitées. Donc ça, c'est un point essentiel. On veut mieux apprendre de nos événements, aller aux causes profondes et progresser sur ce domaine-là. Deuxième axe, et Denis en parlait tout à l'heure, donc c'était renforcer la conscience collective sur les risques pour la vie. Vous l'avez compris, industrie lourde, risques présents, on cherche à les diminuer. Néanmoins, ces risques sont là, donc on a besoin, par nos rituels, briefing de début de poste, minutes d'arrêt sécurité, analyse de risque, continuer à cultiver auprès de nos collaborateurs, mais également auprès des entreprises intervenantes, cette notion de risque et de risque pour la vie. Et pour finir sur ce plan d'évolution culture, tout ça, ça ne marche et ça ne peut marcher qu'avec du leadership sécurité de nos managers. Et donc, on déploie depuis l'année dernière un plan important, ambitieux, de formation au leadership sécurité de l'ensemble de nos managers avec un objectif, et comme c'est indiqué en italique, on veut qu'il soit visible, qu'il soit juste, qu'il soit impactant et qui favorise la coopération et qui soit nos ambassadeurs de culture sécurité. Tout ça dans un objectif de 0 accident grave et mortel. Donc, ce qu'on vous illustre là, c'est les actions qui nous animent pour 2025-2030, sur lesquelles on souhaite continuer à progresser. Changer les comportements, ça prend du temps. C'est pour ça qu'on est sur un plan d'action pluriannuel pour continuer à agir sur cette culture, donc cette manière de penser, cette manière de faire la sécurité chez Cristal Union. Voilà pour ma contribution à ce petit retour d'expérience qui j'espère, vous aura éclairé. Très bien, merci beaucoup Sébastien pour effectivement, alors je ne dirais pas cette petite contribution, moi je dirais cette contribution importante, mais on sent bien effectivement dans votre démarche toute l'humilité qui se doit, parce que c'est important de progresser doucement mais sûrement.
en tous les cas, avec ces notions de mieux apprendre des événements, d'avoir une conscience collective et bien sûr de travailler sur le leadership, qui est un élément important et d'ailleurs que vous pouvez retrouver sur le webinaire numéro 2 que nous avons donc diffusé il y a quelques semaines et que vous pouvez retrouver aussi sur la chaîne YouTube du MAS France et International et également sur le site international. Et je le précise pour tous ceux qui ont pu nous rejoindre mais un petit peu tardivement, tout est enregistré, le replay sera à votre disposition sur la chaîne YouTube et également la foire aux questions et les questions auxquelles nous n'aurons pas répondu, eh bien les réponses seront sur le replay et sur cette foire aux questions. Donc justement, nous avons très peu de temps devant nous pour aborder ces questions, mais nous allons pouvoir en adresser quelques-unes. Alors tout d'abord, quelques questions pour Lixi, donc les Denis. Alors je commence. Comment identifier, reconnaître les événements bénins qui auraient pu être graves, en dehors bien sûr de certains cas évidents tels que les presque accidents? Bien, merci pour la question. Alors, c'est une vraie difficulté. Comment les reconnaître, comment se positionner, comment se repositionner. Il faut se poser des questions complémentaires d'expérience. Un des points qui est important, c'est de se dire, au final, est-ce que dans d'autres circonstances, est-ce que dans un autre environnement, les conséquences de ce qui s'est passé auraient pu être plus graves, voire catastrophiques. Voilà, donc en fait, c'est une approche donc, qui permet de se repositionner, d'apporter un angle différent. Et puis, il y a un élément qui est quand même fondateur et important. Sébastien nous a parlé longuement des règles d'or. Les règles d'or, elles sont issues en général d'une démarche liée à la différenciation entre les différents risques. Et en fait, ce qu'on va retrouver dans les règles d'or, c'est quelque part, en fond, les risques majeurs de l'organisation. Donc, de base, si j'ai un événement qui est en lien avec mes risques majeurs et un écart à mes règles d'or, je peux me dire que déjà, de base, cet ensemble d'événements-là pourrait être lié à des situations ou à des événements à haut potentiel de gravité. Très bien, merci beaucoup, merci Denis. Une autre question, avez-vous des méthodes, expériences dans la captation et la capitalisation des événements à haut potentiel de gravité? Pas simple. Vas-y, tiens, je t'en prie. Je commence un petit peu. Alors, en termes de méthode, je suis pas sûr qu'on puisse trouver, en tout cas à ma connaissance, des outils qui portent ce nom et pour lesquels on peut dire qu'ils sont spécifiquement dédiés à la captation de ces événements. En revanche, il y a un intérêt des entreprises pour les identifier et donc il y a plutôt des démarches d'entreprises. Il y a quelques grands groupes autour de l'ICSI qui ont partagé un petit peu ce qu'ils ont fait. Ça, c'est la première réponse très rapide. L'élément de réponse qui vient derrière, c'est que il suffit pas de... Robert Vincent Joule disait, et dit toujours, il suffit pas de demander pour obtenir. Il ne suffit pas de dire aux équipes que, à partir de maintenant, les événements à haut potentiel de gravité sont importants, on les remonte. Il faut que ça s'accompagne d'une posture de l'entreprise qui va expliquer clairement que les mauvaises nouvelles contiennent un potentiel d'apprentissage élevé. On a envie d'en entendre parler. Merci de les partager avec nous. Et donc, c'est un peu un binôme. C'est une posture et la volonté d'aller chercher des histoires. Ça te convient, Annie? Ça me va bien. Je rajouterai juste peut-être une toute petite notion. C'est qu'au final, dans ces approches concernant la prévention des accidents graves et mortels, la maîtrise des risques majeurs, puisqu'au fond, c'est ce qu'on va aller chercher, il y a un élément qui est important, qui est quelque part savoir renoncer à un certain nombre de choses. Le renoncement ne veut pas dire l'abandon. Par contre, se dire je ne vais pas tout traiter au même niveau est un point qui est important. Et en fait, c'est comment je vais arriver à prioriser et comment la posture managériale, l'organisation de l'entreprise va finir par arriver à justifier ses choix. Et ça, c'est un point qui me paraît
très très important, très essentiel pour faire que la démarche soit crédible et crédibilisée au sein de l'organisation et au final que l'ensemble des salariés y adhèrent. Oui, et ça faisait partie d'une question justement sur les effets bénéfiques prévisibles de la prévention des accidents graves et mortels, justement sur l'engagement et la motivation des managers et des salariés. Donc, pour mettre la sécurité en bonne place dans leur quotidien. En fait, c'est complètement lié, quoi. Oui, c'est totalement lié. Et effectivement, l'engagement des salariés, comme l'évoquait Denis il y a 2 minutes, Robert Vincent Joule nous a beaucoup aidé dans cette compréhension-là. Mais l'engagement des salariés est essentiel. Mais je ne peux pas juste demander à mes salariés d'être engagés. Il faut aussi que je leur démontre que je suis engagé. Donc en fait, c'est un savant équilibre d'un certain nombre de choses pour arriver à faire que, effectivement, dans l'effectivité de l'organisation d'entreprise, les gens se parlent et se parlent de ces vrais sujets qui posent des soucis. Si tu veux ajouter un mot. Oui, ce que j'allais dire, c'est que la PAGEM et la priorisation des accidents graves et mortels, c'est l'expression de l'arbitrage d'une direction d'entreprise qui décide que ces événements-là, on va leur donner une place particulière. Donc, il ne faudrait pas non plus s'imaginer que fabriquer un dispositif autour de la PAGEM va de facto agir sur les arbitrages de l'entreprise et la priorité qu'on donne à ces événements. C'est l'inverse, hein, d'accord ? La PAGEM vient en aval d'une décision stratégique. Très bien. Merci beaucoup pour ces réponses donc à ces questions exprimées. Peut-être une dernière et ensuite nous allons passer à un autre type de questions qui concernent notamment l'accès à la MAS Academy. Quels acteurs mettez-vous dans les espaces d'échange et quels animateurs? Il y a... Si tu permets que je commence, je pars au feu et ensuite tu me diras. Allez, la chose qui me vient immédiatement, c'est que il y avait un complément dans la question qui est que il faudrait pas charger à l'infini le sac à dos des managers et de leur faire tenir. Hein, c'était ça, je crois, qui est dans le petit complément qui est apporté. C'est ça, leur faire tenir un petit peu tous les rôles. Les ateliers de co-développement auxquels j'ai pu assister, c'est des choses qui étaient réalisées dans des sessions de formation et qui étaient portées par une entreprise extérieure. Donc, si la question c'est comment on peut faire pour que la parole soit libérée et qu'on ne charge pas non plus les managers et qu'on ne crée pas de biais dans la libération de la parole, une manière de le faire est de recourir à des gens dont c'est le métier que d'animer de tels ateliers et qui de facto étant placés dans des postures de prestataires ont une relation qui n'est ni fonctionnelle ni hiérarchique avec les équipes qui vont faire parler. Le seul complément que j'aurais envie d'apporter, c'est de dire ce que dit Denis est vrai, mais attention, il ne faut pas non plus le faire sans les managers. Donc c'est là aussi, j'aurais tendance à dire, un équilibre à trouver entre je les implique, ils sont impliqués, ils portent ces notions de PAGEM, globalement, de prévention des accidents graves et mortels, et il faut qu'ils y soient dedans. S'ils ne sont pas dedans, ça posera un problème. Je ne peux pas tout déléguer, tout ne peut pas être délégué à des prestataires externes ou à une fonction HSE dans l'entreprise. Là aussi, chacun doit trouver son rôle et ses missions par rapport à ce portage. Et si je continue sur ton idée, du coup, ils pourraient être placés peut-être comme des promoteurs, c'est ça, des promoteurs de ce type d'atelier, ça. Très bien. Alors, je me permets de passer très très vite la parole à Sébastien, puisqu'on a une question pour toi. Avez-vous pu mesurer les bénéfices de la démarche chez Cristal Union en dehors de l'audit culture sécurité, et si oui, comment? Alors, les bénéfices, c'est qu'on a beaucoup plus de remontées d'événements à haut potentiel de gravité. Donc, on travaille beaucoup plus sur la prévention et sur ces événements-là. Je pense que pour moi, l'élément clé, c'est la libération de la parole, ce que disait également Denis sur l'échange autour de quand est-ce qu'on les qualifie. Donc,
Un événement à haut potentiel de la gravité, je vais vous prendre un exemple, une projection de produits chimiques sur un opérateur ou un sous-traitant, ce sera un événement à haut potentiel de gravité parce que le risque chimique est un de nos 10 risques pour la vie. Très bien, merci beaucoup. Et déjà, il est 15h30. Nous avons juste quelques questions par rapport à l'accès à la Maz Academy. Donc, je vais me permettre d'y répondre, mais alors très vite. Et encore une fois, les réponses seront dans la foire aux questions. Juste vous dire que la Maz Academy est accessible à tous les adhérents du Maz, quelles que soient les régions. Donc, vous pouvez vous rapprocher de vos administrateurs qui vous expliqueront comment accéder à la Maz Academy. Et oui, il y a des points communs entre la Safety Academy et la Maz Academy, c'est-à-dire que certaines ressources sont utilisées dans les deux, mais l'approche est différente et complémentaire. Et donc, dans la Maz Academy, vous avez effectivement des chemins de formation et vous avez des modules qui vous donnent du sens, qui vous présentent les éléments et également toute une approche avec des outils pratiques pour mettre en place et en œuvre sur le terrain. Je vais conclure extrêmement rapidement compte tenu du timing. Sachez que donc notre 4e webinaire dédié à la culture de sécurité donc aura lieu le 19 juin prochain à 14h, donc sur les règles qui sauvent, avec comme pour intervenant de l'ICSI Camille Brunel, qui est donc expert et qui a largement participé à l'élaboration également de la Maz Academy. Et je tiens à remercier particulièrement donc nos intervenants, notamment donc Denis Ortega, Denis Bénard, qui ont pu nous exposer en fait cette notion. Alors de PAGEM, c'est un acronyme, c'est pas forcément joli. Prévention des accidents graves et mortels, c'est un petit peu long, mais une fois qu'on l'a intégré, c'est bon. Avec cette définition que j'ai particulièrement appréciée en 4 temps, donc avec prévenir les risques d'accidents les plus graves, repenser le système de défense, cultiver une conscience partagée des risques et réussir la prévention des accidents les plus graves. Complété par ce retour d'expérience, et encore une fois un grand merci également Sébastien Guillemin, avec cette approche présentée par Maïté par rapport à cette Maz Academy qui vous permet d'avoir en un même lieu un certain nombre d'outils qui peuvent vous aider à avancer, à vous donner du sens et à appliquer sur le terrain. Un grand merci également à tous les techniciens qui ont permis ce webinaire. Et je crois n'avoir oublié personne. Si j'ai oublié, à vous tous qui vous êtes connectés et qui restez du début jusqu'à la fin sur ces webinaires. Ça nous encourage à poursuivre. Un grand merci à tous et à très bientôt.